14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Si vous saviez comment j'ai été roué de coups à taper comme un mur, qu'elle disait on te fera crever, la Weber. Les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber, de l'affreuse Simone Weber. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de l'heure du crime. 14h30, 15h30, du lundi au vendredi. Avec aujourd'hui cette voix que vous venez d'entendre, celle de Simone Weber, surnommée par les journaux la diabolique de Nancy, condamnée au début des années 90 pour avoir tronçonné son amant, mais acquittée pour la disparition de son deuxième mari. Deux crimes qu'elle a toujours contestés et qu'elle continue à bientôt 92 ans à nier. Vous allez l'entendre, nous avons recueilli sa toute dernière confession et c'est un document RTL. Jamais affaire n'a suscité autant de curiosité et d'interrogation, sans doute parce que Simone Weber n'est pas un simple personnage de fait divers. Elle fut l'actrice principale d'un théâtre d'ombre où abondent mystère et affabulation. Simone Weber a-t-elle été punie à cause de sa mauvaise réputation, ses mensonges, sa double vie? Ou bien est-elle l'architecte machiavélique d'une entreprise criminelle comme l'a pensé la justice, qui se cache véritablement derrière le visage de Simone Weber? Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Simone Weber, la diabolique de Nancy, une veuve discrète dont le nom et la silhouette surgissent au cours de l'été 1985 à la faveur d'une étrange disparition. Ce lundi 1er juillet 1985, une jeune femme inquiète se présente au commissariat de Nancy. Patricia Etier vient signaler la disparition de son père, Bernard Etier, 54 ans, employé à l'usine Solvay à Dombasle. Cet homme n'a plus donné signe de vie depuis le 22 juin. Le 24 juin, il ne s'est pas rendu à son travail. Patricia est d'autant plus perplexe que son père, affirme-t-elle, se faisait une joie de partir prochainement en vacances, lui qui ne prend presque jamais de congé. Pour l'occasion, il avait même acheté 2 valises neuves. J'ai tout de suite pensé qu'il s'était passé quelque chose, racontera Patricia. Aucune trace de Bernard Etier. Une annonce pour disparition inquiétante paraît le 7 juillet dans les pages de l'Est républicain, le grand quotidien de Nancy. Qui a vu cet homme aux cheveux blonds gris, 1m75, corpulence mince, blouson beige et pantalon gris? Qui aurait aperçu sa voiture également introuvable, une Renault 9 de couleur bleue? Les policiers n'ont pas de mal à reconstituer les dernières heures de Bernard Etier. Le 22 juin, il quitte son poste de nuit à l'usine Solvay à 5h du matin. Il emprunte la 4L blanche de l'entreprise pour rejoindre son domicile à Nancy. À son arrivée, il aperçoit une femme qui l'attend de pied ferme devant chez lui, une certaine Simone Weber, une ancienne maîtresse dont il a le plus grand mal à se débarrasser. Elle ne le lâche pas d'une semelle, elle lui fait peur. Etier fait demi-tour. Il trouve refuge chez un couple d'amis qui habite au centre-ville. « Elle m'attend avec un fusil », aurait-il déclaré à propos de Simone en débarquant dans l'appartement. Vers 11h45, Etier revient chez lui. Simone Weber est toujours là. Elle n'a pas bougé. À un couple de voisins, il confie, mi-amusé, mi-inquiet. « C'est sûr, je vais me faire engueuler ». Bernard Etier et Simone Weber entrent dans la maison, ils en ressortent vers 13h15. Chacun repart au volant de sa voiture, lui dans sa Renault 9 bleue, elle dans un même modèle de couleur blanche. Bernard Etier ne va plus jamais rentrer chez lui. Le soir même, un dénommé Raymond téléphone à sa nouvelle compagne pour lui dire de ne pas s'inquiéter si Bernard ne rentre pas. Il est dans sa maison de campagne, dans les Vosges, assure cet ami et collègue. En fait, le fameux Raymond n'est autre qu'un cousin de Simone Weber qui a passé ce coup de fil à sa demande. L'enquête démontrera que le disparu ne s'est jamais rendu dans sa masure de Charmois l'Orgueilleux. Simone Weber aurait-elle organisé cette disparition? Le fait est que la voiture de Bernard Etier, la Renault 9 bleue, a été repérée le 22 juin au soir sur un parking juste en face du domicile de Simone, au numéro 158 de l'avenue de Strasbourg. Quand le garçon qui l'avait vu est revenu le lendemain en début d'après-midi, le véhicule avait disparu.
Le 2 juillet, le chef du personnel de l'usine Solvay reçoit un arrêt de travail de Bernard Etier, arrêt qui court du 30 juin jusqu'au 7 juillet. La lettre a été postée depuis Épinay-sur-Seine en région parisienne. Un arrêt de travail qu'il juge pour le moins bizarre et pour cause, le numéro de sécurité sociale est incomplet. L'inspecteur Christian Jacques, qui travaille sur la disparition, retrouve le médecin d'Épinay qui a signé l'arrêt de travail. Mais le praticien décrit un patient petit et trapu, voire bedonnant, tout le contraire du physique de Bernard Etier. Il va s'avérer que ce faux Bernard Etier n'est autre que l'un des gendres de Simone Weber. Celui-ci racontera plus tard avoir été missionné le 30 juin par sa belle-mère pour tenir ce rôle, à savoir se faire ausculter sous le nom d'Etier par un médecin qu'il ne connaissait pas. Le gendre avait été surpris, mais avait obtempéré face à l'insistance de la belle-mère. Les policiers ont la veuve en ligne de mire, ils la placent sur écoute. Manifestement, elle se sait surveiller. Elle et sa sœur Madeleine, qui habite Cannes, se parlent depuis des cabines téléphoniques. Simone évoque les déboires scolaires de la petite Bernadette, qu'il faut changer d'établissement. Une drôle d'écolière, cette Bernadette. Rien d'autre que le nom donné à la Renault 9 de Bernard Etier, qui doit être changée de place pour qu'on ne la retrouve pas. La voiture sera localisée dans un box de Cannes, loué par Simone sous un nom d'emprunt, une certaine Madame Chevalier. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Simone Weber. À l'été 1985, les policiers s'intéressent de près à cette veuve de 56 ans suspectée derrière la mort, la disparition plutôt de Bernard Etier, son amant. Un premier témoignage effrayant va renforcer leur conviction. Dans la plus grande discrétion, les policiers du SRPJ de Nancy interrogent l'entourage de Simone Weber. Pas question d'entendre tout de suite cette femme, déjà placée sur écoute et qui fait figure de témoin numéro 1. Ils recueillent ainsi les déclarations des voisins de palier de la veuve, Monsieur et Madame Hague. Le couple est bavard et précis. Les Hague disent avoir vu entrer dans l'appartement de leur voisine le fameux 22 juin, jour de l'évaporation de Bernard Etier, Simone Weber en compagnie d'un homme, il pourrait s'agir d'Etier. C'était aux alentours de 18h. Les Hague s'en souviennent, ils regardaient l'émission des chiffres et des lettres à la télé. Ils ont entendu du remue-ménage dans l'appartement. Le lendemain, dans la soirée, dimanche 23, ils ont perçu pendant un très long moment un bruit de moteur comme un aspirateur. Lundi 24, très tôt, le matin, ils ont surpris Simone Weber par le Judas de leur porte. Elle transportait à bout de bras des sacs poubelles, 17 au total, des sacs déposés au pied d'un bouleau de l'avenue de Strasbourg afin d'être ramassés par les éboueurs à 5h du matin précise. Simone Weber rendra ensuite visite à sa fille et à son gendre dans leur maison d'Anguin. Ils décriront une voiture maculée de boue et un coffre qui paraissait lourdement chargé. Le 15 septembre 1985, 3 mois après la disparition, un pêcheur repère une valise lestée par un parpaing. Le bagage semble flotter entre deux eaux dans un bras de la Marne, à Poincy, en Seine-et-Marne. À l'intérieur, le tronc d'un homme emballé dans une bâche en plastique. Impossible d'établir un lien formel avec Bernard Etier. Les légistes notent toutefois que le torse présente des déformations osseuses, de l'arthrose à la cage thoracique, des pathologies dont souffrait le disparu de Nancy. Sa fille Patricia reconnaît, elle, immédiatement, l'une des 2 valises que son père avait spécialement achetées pour partir en vacances. L'analyse du parpaing montre que celui-ci est couvert de peinture bleu ciel, couleur que l'on retrouve sur les pierres du jardin de Simone Weber dans une maison qu'elle possède à Rosières aux Salines. Les enquêteurs établissent encore que la veille de la disparition d'Etier, la veuve a loué une meuleuse tronçonneuse au magasin de bricolage Outika. L'outil professionnel qui tourne à 6000 tours minute a ensuite été déclaré perdu par la cliente qui s'est acquittée de la caution. Cette fois, le juge de Nancy, Gilbert Hill, considère qu'il a suffisamment d'éléments pour demander l'interpellation de Simone Weber et de sa sœur Madeleine. Le 8 octobre 1985, Simone Weber est placée en garde à vue.
Elle est calme, elle a réponse à tout. Elle reconnaît qu'elle se trouvait devant le domicile de son amant le 22 juin à 5h du matin. Elle a été insistante car, raconte-t-elle, elle avait besoin de ses services à propos d'un lavabo bouché. Je voulais être sûre de le rencontrer. Celle qui n'est encore que témoin, admet qu'elle possède depuis longtemps chez elle 2 fusils équipés de silencieux. Dans sa voiture, les policiers retrouvent la fameuse meuleuse tronçonneuse, louée dans un magasin spécialisé. Elle évoque des travaux. Des résidus de chair sont retrouvés sur l'appareil. Simone Weber nie farouchement toute implication dans la disparition et la mort de Bernard Etier. Le juge Gilbert Thiel a lui une toute autre lecture du dossier. Il inculpe les sœurs Weber, mais au fil des semaines, va mettre hors de cause Madeleine pour se concentrer exclusivement sur Simone. Il estime que celle-ci a tué son amant qui voulait la quitter d'une balle dans la tête. Une douille de 22 longs rifles a été retrouvée dans l'appartement du 158 avenue de Strasbourg. Le juge est persuadé qu'elle l'a ensuite découpé avec la meuleuse et a fait disparaître le corps. Au fil des semaines et des mois, le juge Thiel va devoir composer avec une femme qui reste sur ses positions, alterne affliction et colère, se cantonne dans un rôle de victime. Crime ou pas crime, la vie de Simone Weber est déjà un roman. 2e de 5 enfants, fille d'un garagiste qui lui a donné la passion de la mécanique. Ses week-ends, elle continue à les passer en salopette, bricolant de vieilles Renault au fond d'un jardin. Après la séparation de ses parents, elle et sa sœur Madeleine ont épousé 2 frères, les fils de la nouvelle compagne de leur père. Simone a 5 enfants, mais son mari, qui dira avoir eu affaire à une femme méchante et volage, la quitte. Les malheurs vont ensuite s'accumuler. La mort en 1968 de sa fille de 16 ans suite à une intoxication médicamenteuse au lycée. Le suicide de son fils, 9 ans plus tard, 3 jours avant son incorporation dans l'armée. 2 événements qui auraient complètement bouleversé le destin de Simone Weber. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et au programme aujourd'hui donc de l'heure du crime, Simone Weber, la diabolique de Nancy, des gens inculpés et écroués pour le meurtre de son amant qu'elle aurait tronçonné. La veuve se voit soupçonnée d'un autre crime. Le juge Thiel est intrigué par certaines découvertes effectuées chez Simone Weber. Une pharmacie ambulante, des tas de somnifères, antalgiques, calmants, délivrés plus ou moins sur ordonnance, mais aussi de la digitaline, un stimulant cardiaque. Or, c'est bien d'un infarctus soudain qu'est mort le 14 mai 1980 son 2e mari, Marcel Fixard, 30 ans de plus qu'elle, un ancien adjudant-chef. Elle a hérité de ses biens. Elle s'était mariée 1 mois avant le décès, le 22 avril 1980 à Strasbourg, dans la plus stricte intimité. Une intimité tellement stricte que l'époux légitime n'était même pas invité à son mariage. Simone Weber avait tout simplement fait appel à un comédien à la retraite, Georges Essling, pour jouer l'heureux élu et devenir ainsi Madame Fixard. Impossible d'interroger ce figurant. Il est mort 3 mois après la cérémonie. Simone Weber aurait-elle organisé cette mise en scène pour hériter naturellement des biens de son mari, quitte à en accélérer le décès à coups de doses massives de digitaline. Des témoins racontent que l'ancien militaire semblait souvent être sous emprise médicamenteuse, titubant et épuisé. 9 jours avant la mort de son mari, elle avait acheté 2 boîtes de digitaline à la pharmacie Cato à Nancy. En 1987, le juge fait exhumer le corps de Marcel Fixard, mais aucune trace de poison n'est découverte. Pendant 5 ans, le juge d'instruction va ainsi collectionner les surprises, notant une multitude de mensonges dans les déclarations de l'inculpé, de faits étranges aussi, comme la découverte à son domicile de 37 tampons dérobés dans des mairies, des cabinets médicaux et des pharmacies. Pourquoi ? Si ce n'est pour rédiger de faux actes administratifs et de fausses ordonnances. Malgré les accusations, une 60aine d'expertises souvent accablantes et 18 000 pages de procès-verbaux, Simone Weber ne bronche pas, solide comme un roc, tenace, déterminée, opiniâtre. Elle va adresser pas moins de 23 demandes de mise en liberté provisoire, faire appel 17 fois
et former 15 pourvois en cassation. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, la diabolique de Nancy, Simone Weber, accusée du meurtre de son amant et de la mort par empoisonnement de son deuxième mari, elle fait son entrée à l'hiver 1991 devant la cour d'assises. Ce 17 janvier 1991, 5 ans et 2 mois après son inculpation dans la disparition et la mort de son amant Bernard Etier, Simone Weber, 60 ans, blonde, cheveux frisés, fait face aux juges et jurés des assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Elle sourit aux photographes, salue une connaissance dans la foule. La prison n'a pas entamé sa détermination. Elle dirige ses avocats pour récuser des jurés, prend des notes en fixant les témoins qui défilent à la barre. Quand son premier mari vient dire qu'elle voulait le faire enfermer dans un asile et que c'était une mauvaise femme, Simone Weber fait un scandale et accuse cet ex-mari de toutes les perversions. Pendant 5 semaines, les témoins se succèdent, avançant, il faut bien le dire, davantage de rumeurs que d'informations précises. J'entends tellement de choses abominables, de choses déformées, répond Simone d'une voix presque plaintive. Elle dément avoir tué Bernard Etier, affirme que le corps retrouvé n'est pas le sien. Il fallait trouver un corps à Bernard pour pouvoir me condamner à la prison à vie. C'est pire que la peine de mort. Elle ajoute: je ne sais pas pourquoi je suis ici depuis un mois. Je ne fais pas partie de ceux qui coupent les gens en morceaux pour les mettre dans une valise. Après 10 heures de délibéré, Simone Weber est condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de Bernard Etier, commis sans préméditation. Elle est acquittée pour l'empoisonnement de Marcel Fixard, le deuxième mari, victime d'un infarctus soudain. L'accusée n'assiste pas au verdict. Après la clôture des débats, elle s'est évanouie. Avant d'être conduite à l'infirmerie, elle avait lancé, avec une certaine assurance, « Je ne suis pas le monstre que vous avez bâti ». L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, Simone Weber, la diabolique de Nancy, jugée en 1991 coupable du meurtre de son amant, elle retrouve la liberté à l'automne 1999 après 14 années passées derrière les barreaux. Ce mercredi 17 novembre 1999, Simone Weber quitte discrètement la prison centrale des femmes de Rennes. Elle a purgé sa peine et ne retourne pas en Lorraine, où elle avait passé le plus clair de son existence, où elle avait ses attaches familiales. Quand je sors de cette prison, je prends l'avion pour n'importe où pour quitter ce pays pourri, avait-elle prévenu après sa condamnation. Mais la diabolique de Nancy ne quittera pas la France. Elle choisit de s'installer dans un petit appartement à Cannes, dans la résidence où habite sa sœur Madeleine. À la mort de celle-ci, au mois d'août 2016, à l'âge de 83 ans, les policiers se rendront sur place comme s'ils soupçonnaient une nouvelle fois un empoisonnement. Je me suis cru en garde à vue. Tout cela parce que je m'appelle Simone Weber, confiera-t-elle. La condamnée ne va dès lors plus beaucoup se montrer et distiller des confidences au compte-gouttes. Elle ne va jamais cesser de se présenter comme la victime d'une erreur judiciaire, demandant pêle-mêle la tenue d'une conférence de presse internationale, exhortant ses avocats pour obtenir la révision de son procès. Simone Weber, bientôt 92 ans, est aujourd'hui dans une maison de retraite de la Côte d'Azur. Nous l'avons appelée pour prendre de ses nouvelles. Entretien téléphonique réalisé le mercredi 18 août 2021. Tendez l'oreille, malgré les années écoulées, Simone Weber revendique toujours son innocence. Mais j'ai retombé des documents que j'ai de croiser dans mes dossiers, là, un sur un, mais c'est même pas imaginable d'écrire, de voir que les preuves là sous leurs yeux. Mais ils m'ont dit, si vous saviez, tous les gens là innocents qui sont en prison. Et quand on lui demande si le nom de Simone Weber est toujours aussi difficile à porter, voilà ce qu'a été sa réponse. Après de m'avoir,
accusés d'un horrible crime qu'ils ont fabriqué. Je dois vous traiter de plus en plus mal. Si je pouvais m'avoir un revolver, je me descendrais aussi vite. Hein. Parce que si vous saviez comment j'ai été roué de coups à tête, tapé comme un mur, qu'elle disait on te fera crever, la Weber. Les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber, de l'affreuse Simone Weber. C'est même honteux. Là, je voudrais, oui, refaire une émission honnête. Simone Weber, donc de l'horrible Simone Weber, comme elle dit elle-même, qui nous disait encore qu'elle appelle souvent cellule sa chambre dans cette maison médicalisée où elle vit aujourd'hui, comme si elle ne parvenait pas à se débarrasser de ses années de prison. Elle nous disait encore qu'elle était bien traitée par les geôliers, par ses geôliers lors de ses séjours en prison, et également par les directeurs des établissements dans lesquels elle a transité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.